Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'Endzone, déjà 10, Valentin Magnin, salut Val. Le 10e à tes côtés. Ouais, comment tu vas? Toujours aussi content, et les Dolphins sont gagnés, donc un week-end complet. Magnifique, les Chiefs aussi, donc week-end très complet, et j'ai envie de dire les Packers aussi, qu'on suit depuis le début. Monter dans le train des Packers, parce que là, ça va aller direction playoff, ils ont gagné face aux Niners. Je pense qu'on peut peut-être même commencer là-dessus. En démonstration. Ce week 12, et une démonstration effectivement de la part des Packers de Green Bay, 38-10 face aux Niners. Franchement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Moi, comme tu l'as dit, c'est une démonstration, il n'y a pas eu de débat. C'est une démonstration. Après, à noter aussi qu'il n'y a pas le QB titulaire des Niners sur ce match-là, Brock Purdy. Mais c'est surtout, ils veulent chercher ces victoires, ils veulent accrocher ces victoires. Ils jouent contre des équipes. Les Niners, c'est pas forcément des. Dans la même division en plus. Exactement. Ils veulent quand même hausser leur niveau de jeu et surtout prétendre à leur bon placement en divisional. Ouais. Un petit mot sur Jordan Love, peut-être, toi qui adore ce joueur. Ça va, franchement, propre ce match. Sur 23, sur 63 yards et 2 touchdowns. Donc je dirais que c'est pas le match de l'année, mais comparé à contrairement à ce qu'il nous a montré ces dernières semaines, c'est mieux, ça va mieux. Et puis, j'ai envie de dire, toute l'équipe a été au top, franchement, que ce soit défensivement ou offensivement. Et puis, ça se conclut par un gros score. Et puis, pour les Packers, là, ça va bien. Alors, j'ai dit qu'ils étaient dans la même division. Non. Ils sont dans la même conférence, mais ils sont dans la même division que les Vikings et les Lions. C'est pour ça que je parlais d'approcher des victoires, parce que je te laisse nous rappeler un petit peu la NFC Nord, à quel point c'est serré. Ouais, c'est serré parce qu'on a les Lions qui sont en 10-1, ensuite juste derrière on a les Vikings en 9-2 et puis les Packers en 8-3. Donc là, clairement, les Packers, je crois qu'en plus ils sont 4e de la conférence au total. Donc pour l'instant, ils sont placés en play-off tranquillement, 4e de cette conf. Moi, je te laisse me parler surtout des Vikings, parce que j'ai un peu l'impression que ça s'essouffle. Ouais, les Vikings se sont imposés 30-27 face aux Bears, c'était très très serré. Les Bears qui se sont un peu réveillés malgré tout, mais c'est surtout les Vikings qui chaque semaine se font très peur. Ça gagne à quelques points, pas plus de 10 points d'écart. Ça gagne moins bien, peut-être la connexion Sam Darnold-Justin Jefferson qui s'essouffle un petit peu, qui est bien contré aussi par les défenses adverses. Moi, j'ai surtout l'aspect défensif qui me fait peur du côté des Vikings. Autant Sam Darnold, Justin Jefferson, ça va. Autant défensivement, tu prends 27 pions contre les Bears, c'est quand même assez inquiétant. C'est sûr que c'est pas du tout une équipe, on les voyait s'imposer aisément le week-end dernier dans les pronostics. On s'attendait pas à un match aussi relevé de la part des Bears, et surtout qu'il y a eu un Caleb Williams qui a été très en difficulté. C'est ça. Malgré des belles éclaircies. Moi, j'ai souvenir d'une petite passe main droite en étant bien contesté. Honnêtement, très bon match de sa part, même s'il faut pas oublier qu'il est à 32 sur 47 dans ce match-là. C'est pas mal. En vrai, non, moi je trouve que c'est pas mal parce que t'as quand même 47 tentatives. Tous les QB ne font pas 47 tentatives dans un match. Ouais, mais c'est qu'il y a eu du gâchis. Moi, c'est ce que je voulais aussi laisser entrevoir, c'est qu'il y a un peu de gâchis. Il y a de belles prises de décision, mais quand même beaucoup de gâchis dans le jeu de Caleb Williams. Et dans le TNF, on a eu les Steelers face aux Browns. Quelle surprise, les Browns qui l'emportent. Là, franchement, c'était assez inespéré et ça prouve aussi la faiblesse de cette équipe des Steelers qui, offensivement, quand on a des QB comme Russell Wilson et Justin Fields, ça ne suffit pas. Non, Russell Wilson qui là a fait un match à 21 sur 28, mais qu'est-ce que c'était pauvre créativement parlant et offensivement parlant. Aucune grosse prise de risque. En fait, c'est quelqu'un qui freine un petit peu cette progression des Steelers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de périodes de perturbation. Voilà, on le sent pas forcément dans son match et tout. Et des fois, il va faire des bons passages, mais il y a beaucoup de passages à vide quand même de la part de Russell Wilson. Beaucoup trop pour une équipe des Steelers qui sont capables de gagner des matchs comme les Ravens, on l'a vu la semaine dernière. Ils l'ont gagné défensivement le match. Bien sûr. Offensivement, ils n'ont rien Bien trouvé. sûr. Mais il y a encore. Et là, t'en es à te rendre compte que en fait, tu peux pas gagner forcément qu'avec ta défense. C'est vrai. En régulière, ça va passer. En playoff, c'est mort. T'as quand même une défense quand même 5 étoiles et offensivement, malheureusement, quand on connaît les autres défenses qui vont jouer en playoff, ça risque d'être très compliqué. Sachant qu'en plus leur kicker n'était pas au top, pas comme face aux Ravens là dans ce match. Il me semble qu'il a loupé un field goal. 2 sur 3, voilà. 2 sur 3 pour Chris Boswell. Donc même là, et un field goal assez évident à mettre, et là tu te dis même si là ça ne va pas, ça va être compliqué pour les playoffs. Ouais, après à noter que c'est quand même lui qui leur donne la victoire la semaine dernière avec un 6 sur 6.
Mais bien sûr que c'est des moments où il faut pas perdre de points et il faut pas non plus perdre face aux Browns parce que là, tu te tires une balle dans le pied. Moi, je suis Surtout désolé. qu'ils n'ont rien à jouer, les Browns. Ils sont en 8 et ils sont en 3-8. Oui. Donc C'est ça qui est fou. C'est l'un des plus gros upsets et il a eu lieu sous la neige. Il a eu lieu sous la neige, effectivement, c'était assez spectaculaire. On en reparlera juste après pour une belle action, voilà, que je voulais montrer sous la neige. On a eu les Titans face aux Texans, grosse surprise aussi. Ouais. Les Titans qui l'emportent, les Texans, ça ne va plus. C'est un gros coup d'arrêt. Honnêtement, un début de saison exceptionnel. CJ Stroud en mode patron, en mode MVP parce qu'il était dans les classements. Bien sûr. Après, il y a eu la perte de Stephon Diggs. Exactement. Et pour moi, ça a énormément joué parce que quand tu perds ton meilleur receveur et de très loin, et ben tu prends un coup au moral et ça ne va plus pour CJ Stroud. Là, honnêtement, les Texans, ça fait du surplace. Ouais. Et ça fait du surplace au pire des moments. Oui, bah bien sûr, c'est le moment où tu dois gagner parce que là on est en train déjà de penser aux playoffs. On est au week 12, là on va arriver au week 13, donc ça veut dire qu'il va rester à peu près 4-5 matchs à jouer. Là on y est dans le mode playoff, hein, donc là ça commence à se compliquer pour Houston. C'est là où il faut quand même commencer à rentrer dans son jeu, et c'est surtout qu'on parlait d'équipes qui jouaient rien avant, et bah les Titans ça joue rien non plus. Oui. Ils sont en 3-8, c'est pas une équipe qui forcément peut prétendre à battre ces Texans qui, on le rappelle, étaient en 7-2. Je crois qu'ils sont sur une 7-5 là. Ils sont sur une mais je crois qu'ils sont sur une série de non, une défaite seulement parce que la semaine dernière ils ont quand même gagné, mais c'est vrai qu'ils ont dans la douleur. Mais encore avant ils étaient quand même sur une série de 2 défaites consécutives. Exactement. C'est ça. Et là maintenant ils sont en 7-5. Donc dans une division, bon, ils vont remporter leur division, ils vont aller aux playoffs certainement, mais parce qu'ils sont avec les Colts, les Titans et les Jaguars qui sont tous en négatif. Donc ils vont y aller aux playoffs, mais pour moi ça ira pas très loin, ils vont même pas passer la wildcard, je pense. Tu penses ? Ouais, non. C'est quand même pas quelque chose qu'on aurait pu penser quelques semaines avant, mais c'est surtout que on est en train de se mettre en mode playoff et les places coûtent cher. CJ Stroud, pour vous résumer un petit peu, c'est 20 sur 33 et c'est 2 interceptions. C'est catastrophique. C'est quand même, loin des standards de ce début de saison, et c'est surtout que en fait ça coûte la victoire aux Texans. C'est que j'avais pas les stats de CJ Stroud, mais là tu me le dis, c'est vraiment catastrophique. Comment tu peux faire un 20 sur 33 et en plus te prendre 2 interceptions face aux Titans, qui est loin d'avoir la meilleure défense chez toi en plus, de la ligue. Chez toi, exactement. C'est ça qui est fou. On a eu les Cowboys face aux Commanders. Dallas sort la tête de l'eau enfin, victoire des Cowboys 34-26 face aux Commanders, grosse victoire, hein. Franchement ça a été un match exceptionnel, une fin de match comme on en rêve. Ce field goal raté des Commanders qui ensuite les sortent complètement de leur match. Et puis Jayden Daniels qui a tout fait, hein. Il a tout fait pour vouloir gagner ce match, mais malheureusement ça n'a pas suffi. On a eu les Dolphins, ça y est, enfin, comme tu disais au tout début, les Dolphins ont gagné, et ça fait quoi, 2 victoires de suite, 2 ou 3, je ne sais plus. 2 victoires de suite. Tu as la winning streak qui est en cours, mais en tout cas encore un très 3 victoires de suite. Toi. Exactement. C'est bien ce qui me semblait. Magnifique. Et c'est surtout que la victoire est de retour en Floride, et en fait mine de rien ça peut bouger quelque chose, parce que là dans leur division en AFC West ils sont deuxième. Ils sont deuxième en 5-6. pardon. Ouais. AFC East, ils sont deuxième, et en fait ils commencent à reprendre un petit peu cette dynamique qu'ils n'ont absolument pas eu en ce début de saison. On rappelle la commotion cérébrale de Tua, des problèmes antisportifs, beaucoup de galères à Miami. C'est les Patriots, ça ne reste que les Patriots en face, mais c'est quand même une victoire qui est rassurante et qui ne peut mettre qu'en confiance. Alors, c'est les Patriots, mais j'ai quand même envie de défendre un peu les Dolphins. Pour le coup, ils ont muselé toute l'attaque des Patriots et même la défense. Enfin, franchement, il n'y a pas eu de débat dans ce match. D'entrée de jeu, ils ont montré qu'ils étaient les patrons. Ils ont commencé avec un 31-0 en 3 quarts temps. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est très compliqué de revenir. À noter aussi un très bon match de Drake May. Qui a quand même essayé de nager un petit peu dans tout ce marasme de New England. Mais voilà, toi, je vais vous dire les stats, c'est 29 sur 40, 317 yards et 4 touchdowns. Donc il est quand même le protagoniste de cette victoire. Et ça résume quand même bien un petit peu la dynamique actuelle des Dolphins. Quand toi est là, tout va bien. C'est ça. On enchaîne avec les Chiefs face aux Panthers, victoire des Chiefs dans la grande souffrance, encore une fois, 30-27. Enfin, tout se passait bien jusqu'à une fin de match où tu perds complètement la maîtrise et tu te fais très peur avec un dernier touchdown qui a failli te coûter la victoire. Les Panthers reviennent à 27 dans les dernières minutes, et
derrière, il a fallu un grand Patrick Mahomes pour venir inscrire un dernier field goal. Et tout ça sans le QB titulaire des Panthers. Des Panthers en plus. Ouais. Donc sans Trevor Lawrence. Ouais. Compliqué. Hein. Et Patrick Mahomes et un petit peu les Chiefs dans sa globalité, t'en as pensé quoi du match? Compliqué, encore une fois. En fait, c'est comme je l'ai dit, les 3 quarts temps sont plutôt pas mauvais, assez maîtrisés même, je trouve. Franchement, j'ai pas stressé hein, jusqu'à la mi-temps en tout cas. Et il y a eu ce dernier quart-temps où je me suis dit mais pourquoi on se met à stresser d'un coup pour rien 11-3 dans le 4e quart-temps pour Carolina. Voilà, tu vois un peu le délire quoi. Enfin, tu te mets à stresser dans le dernier quart-temps alors que tu maîtrises le match, que tu t'appelles Kansas City, enfin voilà, t'es le double tenant du titre et tu te permets de faire revenir Carolina dans un match où normalement ça aurait dû être une boucherie. Clairement, c'est une des pires équipes de la ligue. Ils sont en 3-8, ouais. Sont en 3-8, t'arrives même pas à les surdominer. Et puis derrière, tu te permets de te faire rattraper à 27-27. Il te faut un éclair de génie de Patrick Mahomes pour t'amener 3 points de plus. Donc, on risque d'en reparler de cet éclair de génie. Après, ça reste 10-1 maintenant. Comme on se le dit à chaque fois, ça gagne. C'est moche, mais ça gagne. Mais c'est sûr que pour l'instant, j'ai du mal à me projeter dans les playoffs, tu vois, avec les Chiefs. Même s'il y a le 10-1. C'est quand même compliqué. Honnêtement, c'est pas vraiment la philosophie qu'on pensait voir dans ces dernières semaines. Ouais. On se rappelle des Broncos, on se rappelle des Panthers et même de leur récente défaite. Ouais. Donc c'est quand même tout ne va pas bien en ce moment à Kansas. Et ça on verra dans les prochaines semaines et dès le prochain match où ça risque aussi là encore de leur compliquer la tâche. Ouais, après il y a Andy Reid aussi qui avait parlé dans le vestiaire, j'ai vu pas vraiment d'inquiétude encore une fois. Je crois qu'il le dit même, encore une fois c'est moche mais on gagne. Exactement. Donc, et c'est ça aussi la force de cette équipe en fait qui même dans la difficulté arrive toujours à trouver les solutions. On l'a vu là encore avec ce rush de Patrick Mahomes qu'on risque de retrouver dans une autre catégorie. Mais oui, on va le retrouver très 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 vite. Mais moi ce que j'aimerais aussi noter c'est que cette année Travis Kelce inexistant. Franchement, j'y arrive pas du tout cette année avec Travis Kelce. Pour moi, c'est même pas le meilleur tight end de Kansas, en fait. Pour moi, c'est Noah Gray qui est devant, et loin devant pour moi, dans ce début de saison en tout cas. À voir ce que ça va donner, ça reste quand même Travis Kelce, c'est quand même l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur, mais en tout cas là il est éteint ces derniers temps. Non, mais aussi est-ce que ça apporte peut-être un petit peu de concurrence au sein de cette équipe? Bien sûr, tant mieux. Que de ne pas que se reposer sur Travis Kelce qui on sait a des périodes de trous en ce moment. C'est sûr, c'est mieux d'avoir quand même de la concurrence, même pour Patrick Mahomes, il a pas de concurrence, on le sait très bien. Non. Peut-être qu'un jour il en faudra pour que tu vois dans ces genres de matchs façon Broncos etc. Ils se disent ok là il faut que j'y aille en fait, c'est ma responsabilité, ce qu'il a pas souvent fait dans ce début de saison et qu'on peut lui reprocher. Parce qu'il n'avait pas vraiment besoin de le faire aussi. Il a pas eu besoin de le faire. Après il y a quand même eu des matchs, par exemple contre les Broncos, la dernière défaite, franchement il devait prendre les choses en main face aux Bills et il l'a pas forcément fait, et le duel a été remporté par Josh Allen. Là il l'a fait, tant mieux, mais il va falloir un petit peu plus de concurrence, je suis d'accord avec toi là-dessus. On a eu les Bucks face aux Giants, victoire écrasante des Buccaneers pour leur retour de bye week 30-7, et puis on a eu les Lions qui étaient sur 6 plays face aux Colts. Les Lions qui se sont quand même fait peur dans le premier quart-temps. Je me suis dit qu'il y avait moyen, il y avait une possibilité pour les Colts, et puis non, finalement ça l'a pas fait. Victoire 24-6 des Lions, avec à noter le retour d'Anthony Richardson pardon. Ouais, bien sûr, il y a encore un Jared Goff toujours aussi complet, mais en tout cas ça fait plaisir de voir les Lions juste jouer, je le redis. Ouais. Et honnêtement ils prennent de plus en plus ce fauteuil de favori au Super Bowl. Ouais, et puis à noter aussi le gros match de Montgomery qui je crois inscrit 2 touchdowns dans ce match et qui a juste survolé un touchdown ouais, qui a juste survolé tout le monde. Enfin franchement ça a été encore une fois exceptionnel. Jahmyr Gibbs aussi. Jahmyr Gibbs également. Jared Goff moins impressionnant je trouve dans ce match, mais en tout cas c'était un match difficile et ils l'ont gagné à Indianapolis en plus, c'était pas évident. Donc bravo aux Lions. On a eu les Broncos. Il faut le rappeler, qui sont sur le même bilan maintenant, le meilleur bilan de la ligue à égalité avec les Chiefs 10-1. Ouais, effectivement. On a eu les Broncos qui confirment encore une fois avec un grand Bonix 29-19 face aux Raiders. Pas mal. On est dans l'habitude, très bon match des Broncos et les Raiders qui eux sont complètement cramés. Là ça va plus, mais il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il y a eu le départ de Davante Adams. Honnêtement, il y a un nouveau virage qui doit se passer à Las Vegas.
ils sont en train de le prendre dans la difficulté. Ça doit surprendre quand même quelques-uns des fans de NFL. Mais honnêtement, c'est plus possible de les voir évoluer à ce niveau-là. Enfin, chaque semaine, on va être obligé de les mettre perdants, parce que c'est juste en termes de régularité, ils sont très bons. Ils sont très bons dans la défaite, ça c'est clair. T'as dit aussi Davante Adams, mais il y a aussi Hopkins qui a rejoint les Chiefs. Tu perds deux cadres comme ça, c'est quand même assez compliqué. On a eu les Cardinals face aux Seahawks, ça faisait partie des gros matchs de ce week, et les Seahawks qui l'emportent 16-6. C'était très difficile comme match pour les Cardinals, avec un Kyler Murray assez muselé dans ce match, mais les Seahawks qui l'emportent 16-6. Voilà, les Seahawks qui confirment aussi. Ouais, qui retrouvent un petit peu une sorte de dynamique plutôt bonne à l'arrivée des playoffs. Donc honnêtement, ils sont en train de se mettre dans un bon petit rythme, même si il y a eu une grosse période de mou qui risque de leur coûter une petite place en play-off. Pour l'instant, ça risque de bien passer. Là, ils sont sur une série de victoires consécutives, mais c'est surtout qu'en NFC West, c'est la division la plus serrée de la ligue, avec les Cardinals qui sont en 6-5 également. Donc là ils sont les deux, ils se rejoignent. Et puis derrière, on a les Rams en 5-6 et les Niners en 5-6. C'est-à-dire que tout peut se passer encore. Non, c'est encore très serré. Et puis les Niners qui, attention à ne pas trop perdre, parce que là ils sont sur une série de défaites de 2 et la prochaine pourrait être celle de trop et pourrait laisser ça pourrait les condamner. Exactement, laisser place à leurs concurrents directs d'aller en play-off à leur place. On a eu également pour clôturer, pas clôturer, pour clôturer, on aura les Ravens contre les Chargers cette nuit. On a eu les Eagles face aux Rams, c'était le SNF. SNL. Voilà, SNF, j'allais y arriver. Les Eagles face aux Rams, du coup, victoire 37-20 avec un grand Saquon Barkley, encore une fois. Que dire de plus sur lui? Je pense que tu vas en parler juste après, mais c'est juste monstrueux. Philadelphie gagne pour l'instant. Et Philadelphie continue de gagner, c'est fou. Et c'est surtout que là, attention, ils arrivent dans un comment dire, une dynamique, et surtout ils sont en train d'appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur, on les sent beaucoup plus en confiance. Et en fait, ça déroule, et il y a un homme qui déroule et qui écrase tout sur son passage, c'est Saquon Barkley. Ouais, c'est Saquon Barkley qui est exceptionnel. Et puis, comme tu dis, il déroule, 7 victoires consécutives. Ils sont en 9-2, en tête de la NFC Est, devant les Commanders. Et puis, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu trompe-l'œil, parce que là, le calendrier va pas être favorable pour eux. Non. La fin de saison est très très complexe pour les Eagles. Mais en fait, là, on est en train de se dire, contre qui peuvent perdre. C'est sûr, mais là par exemple si on prend le prochain match des Eagles, ce sera contre les Ravens à Baltimore. Donc là ça va être compliqué. Baltimore joue encore un gros match contre les Chargers ce soir. Ouais. Là toutes les équipes vont avoir un calendrier très chargé, et c'est là où on va voir juste la force de certaines équipes qui sont capables de s'adapter à ce calendrier super compliqué juste avant des playoffs, où là il n'y aura pas de cadeau. Ça va donner un petit peu la tendance des playoffs, c'est ça que tu veux dire? Exactement, et surtout que là honnêtement tu joues une équipe des Rams qui a besoin de gagner et qui revient bien avec, on l'a vu, les retours de blessures de Kupp et Nakua. Williams qui a fait un gros match aussi. Stafford qui est toujours aussi bon. Stafford aussi. 24 sur 36 à la passe, il est toujours aussi régulier, mais en face c'est beaucoup trop fort. Oui, quand tu vois Barkley peut bouger toute une défense à lui tout seul, c'est quand même effrayant. On est en train de se dire, c'est du gruyère. N'importe quelle équipe qui va jouer les Eagles n'auront pas de solution face à ce monstre athlétique qu'est Barkley. Après, encore une fois, c'est trompeur, parce que t'as l'impression qu'il n'y a que lui dans cette équipe. Et d'un côté, c'est pas faux, quand tu regardes, à part Barkley, Jalen Hurts. En fait, Jalen Hurts c'est meilleur parce que Barkley est là. J'ai plus l'impression que c'est ça, tu vois. Après, il y a aussi Dallas Goedert qu'il faut pas oublier. Et Jay Brown aussi qui est pas mauvais, oui. Exactement. Offensivement, c'est très très bon côté. Mais il n'y a pas encore eu la grosse révélation, le gros match pour confirmer ça. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Après, il faut pas oublier que là, j'ai envie de dire que Jalen Hurts n'est plus la force offensive numéro 1 des Eagles. Bien sûr. On a complètement changé de niveau de jeu avec cette arrivée de Barkley dans l'effectif. Tu vois, maintenant, on tente beaucoup plus de courses que de passes. Exactement. Quand tu vois qu'il fait 26 courses en un match, c'est pas rien. Il est à 26 courses pour 255 yards. C'est-à-dire qu'il court, il est à 9,8 de moyenne. C'est-à-dire dès qu'il va prendre la balle,
ça va être un first down. C'est plus que le nombre de yards à la passe de Jalen Hurts, je crois, dans le match. Rien que Jalen Hurts, c'est à 179. C'est fou. Exactement, mais il a moins tenté, il est à 15 sur 22 à la tentative, mais c'est juste que en fait, ça devient un couteau suisse en fait, cette équipe. Il y a plusieurs façons de gagner. C'est ça. Et juste là, le scoring level des Eagles est juste impressionnant. Après, sur effectivement qui va pouvoir faire tomber les Eagles, on va savoir ça peut-être la semaine prochaine avec les Ravens. Sachez que du coup, dans les infos qui sont passées cette semaine, on a Aaron Rodgers qu'on aime beaucoup ici, hein, quand même. Aaron Rodgers avec son sacré bras, qui risque de continuer en 2025. Ouais. Il veut continuer, mais ce sera pas avec les Jets dans tous les cas. Donc là, il faut se relancer. Je crois que les Saints sont dessus pour remplacer Derek Carr. C'est les dernières infos que j'ai vues. Ce serait pas mauvais, hein, pour Aaron Rodgers, pour une fin de carrière. Pour une fin de carrière, c'est bien. Après, est-ce que tu as envie d'aller à New Orleans pour finir ta carrière ? On sait jamais. Mais en tout cas, le problème, c'est que là il vient de changer en un an de 3 franchises. Exactement. Non, mais est-ce que même une franchise a envie de jeter son dévolu sur Aaron Rodgers ? On sait que c'est quand même l'un des meilleurs QB all-time de NFL. Il ne faut pas l'oublier. Il est vieux. Sauf que oui, à 40 ans maintenant, il peut pas courir. Tu n'es plus la priorité la NFL évolue. Ouais. Tu as besoin aujourd'hui, quand on voit les meilleurs quarterbacks qui sont capables de gagner des yards à la passe dans les moments clutch. Et à la course. Et sauf que, exactement. Là, t'es arrivé à un point où maintenant on sait très bien te museler. Ça fait des années qu'on t'a dans la ligue, on sait exactement le style de jeu d'Aaron Rodgers. Tu le vois cette année, hein. Exactement. Avec les Jets, c'est compliqué. Tu ne peux plus aujourd'hui, tu ne peux plus évoluer dans une NFL où tu as une équipe de quarterbacks qui ne peut pas évoluer à la course. C'est ça. Et puis aussi, j'ai noté Daniel Jones, hein, qui a résilié son contrat avec les Giants. Alors, il devait plus être titulaire, c'est ce qui avait été annoncé, mais comme il n'était plus titulaire, il a dit clairement, moi je m'en vais. On résilie le contrat d'un commun accord. Donc voilà, il est parti et c'est pas plus mal pour les Giants vu la saison catastrophique. C'est pas la fête à New York là. Si vous êtes amateur de NFL, dans les deux franchises, c'est pas la fête du tout. Hein. Voilà, Si on regarde un peu plus loin, à New England, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas mieux du tout. C'est vrai que ça se porte très très mal de ce côté-là. On va passer à notre action du Week 12. On va retourner. On commence par qui ? On va commencer par toi. On va aller à Carolina et je crois que t'as une petite pépite à montrer. Bien sûr, on en a parlé juste avant et on va voir ce dernier, ce first and 10. Donc on va voir, il reste 45 secondes et là Patrick Mahomes prend la franchise sur son dos, encore une fois on voit la ligne. Mais là on se dit c'est pas possible de défendre pareil. Il reste 38 secondes, tu dois museler tout le monde. Après on sait que Mahomes c'est aussi létal à la passe qu'à la course. Ouais. Mais là honnêtement il peut pas, c'est pas non plus le monstre athlétique qu'on connaît. Mais quelle intelligence, encore bien protégé par l'équipe de Kansas. Ouais voilà, il est bien bloqué. Exactement, par le 54. Et puis là c'est la field goal line est largement dépassée. Donc là après ça reste du pain béni pour le kicker des Chiefs. Qui n'a plus qu'à donner les 3 points d'avance à Kansas et du coup à sceller la victoire, complètement sceller la victoire de Kansas. C'est la victoire de Kansas, franchement ouais. Tu vois, si tu l'avais pas pris, je pense que je l'aurais pris parce que quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. En plus c'est dans une période où t'es vraiment stressé parce que tu dis waouh, il reste quelques secondes, c'est le dernier drive, hein, dans tous les cas. Donc il fallait, là il a été clutch. Il a été clutch et c'est surtout que ça permet encore à Kansas de s'en sortir, c'est avec la manière. Après s'il y avait peut-être autre chose à mettre dans cette action du week-end, moi j'aurais pu mettre aussi à noter toute la mixtape de Saquon Barkley, tout ce qu'il a pu faire. On pourrait faire une compilation. Exactement, toute une compilation. Je me suis dit, on va rester simple et partir à Kansas pour ce field goal gagnant et surtout ce dernier drive très clutch de Patrick Mahomes. Moi, je te dis, mention spéciale avant tout à Washington qui nous a offert des sacrées pépites, mais j'ai voulu être plus original. J'ai voulu aller dans la neige à Pittsburgh, enfin à Cleveland pardon, face à Pittsburgh et regarder ce touchdown magnifique. On en voit toutes les semaines, ça tu vas me le dire Val, mais j'ai plus envie de te montrer cette beauté en fait. Sous la neige c'est quand même pas commun, enfin voilà, c'est complexité. C'est d'une complexité et puis le catch est juste magnifique. Voilà, c'est de Calvin Austin, c'est juste fou. Exactement. Il est dans la course et en plus il saute à ce moment-là, il arrive quand même à. Ça permet à Pittsburgh aussi de revenir dans le match. Ouais. Mais on va voir. C'est le dernier touchdown de Pittsburgh. Exactement. Et de quelle complexité il est. Ouais. Très très bon travail, mais
mais c'est surtout dans une difficulté pareille, Ouais. sous la neige, à 6 minutes de la fin, t'es encore mené par les Browns, donc Ouais. non. Une passe de 33 yards, mais oui, voilà, ce que je voulais noter, c'était surtout les images sous la neige, parce qu'en plus de ça, c'est difficile, mais en plus pour les spectateurs, enfin voilà, c'était quand même assez beau de voir ça, tu vois. Enfin, Et le match était juste très plaisant à regarder. propre, hein, franchement. Pour un match sous la neige, on Ouais. sait que c'est souvent difficile pour les équipes de s'adapter. Pour la visibilité, c'est assez Exactement. compliqué, effectivement. On va passer à notre MVP du Week 12 et on va revenir à Philadelphie, hein, parce que, encore une fois, on en a parlé, mais je pense qu'on va encore un petit peu plus développer. Saquon Barkley, monstrueux. Bien sûr. Cette année encore, il est exceptionnel. Et puis là, on l'a vu face à Los Angeles. Il est juste inarrêtable. Ouais. 2 touchdowns à la course. C'est vraiment je sais, pour toi, c'est exact. C'est aussi lui, le joueur de cette semaine. Non, moi j'ai quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je pense qu'il fait un petit peu l'unanimité. Hein. Il fait l'unanimité, il porte à lui tout seul, on en a parlé juste avant en parlant de Philadelphie. C'est vraiment une équipe qui maintenant a complètement changé son jeu, et un petit peu à l'image de New Orleans, Oui. avec un running back aussi important que Alvin Kamara. Là, finalement, ils ont quelqu'un d'encore plus létal, parce que c'est encore plus... il est aussi bien entouré, très bien entouré autour de lui, et c'est juste impressionnant chaque semaine de voir Saquon Barkley jouer. Et puis en plus de ça, t'as les highlights quand tu te rappelles le huddle qu'il fait sur. Je sais plus sur quel joueur, Oui, où il regarde même pas. Il y a un spin back et après il saute au-dessus de. Non mais. Moi, le match que je retiens de Saquon Barkley avec les Eagles cette année, c'est surtout face aux Saints, où il te fait gagner le match à lui tout seul quand les Eagles étaient au fond du trou. Je crois qu'ils étaient en 1-2, il me semble. Exactement, et les Saints étaient sur 3 victoires d'affilée. Ouais, et au Caesars Palace en plus. Franchement, il avait fait un match exceptionnel. Et encore une fois, chaque semaine on peut le mettre. C'est son premier match référent, et on peut le mettre MVP de Endzone, mais on peut aussi le mettre MVP de NFL. Pour l'instant, il est dans les débats, mais il est plus dans le top 5 que dans le top 3. Bien sûr, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'élire un running back MVP. Ouais. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est surtout qu'il a des sacrés clients en face. Il a des sacrés clients en face. Je vais pas mettre celui-là comme client en MVP global, mais en tout cas en MVP du Week 12, moi j'ai envie de mettre Patrick Mahomes. Peut-être que je suis pas assez objectif, peut-être, mais en tout cas, on l'a tellement peu mis dans les MVP des weeks. Je crois qu'on l'a même jamais mis en MVP. Donc là, pour une fois, j'ai envie de le récompenser, parce que ce début de saison, cette saison n'est pas top pour lui, malgré les victoires, malgré le 9-0 qu'il y avait, maintenant le 10-1. C'était pas non plus un grand Patrick Mahomes. Statistiquement, il est pas aussi important que... C'est pas le meilleur début de saison de sa carrière, quoi, on va pas se mentir. Mais en tout cas, les victoires sont là, il est dans une bonne équipe. Et puis là, le match qu'il nous sort, encore une fois, face aux Panthers, tu l'as montré dans l'action du week, mais... ça veut tout dire, c'est tellement clutch, c'est tellement cet homme-là qui te fait tout, en fait, qui te fait toute la différence quand tu ne vas pas bien. Et là, pour une fois, il l'a prouvé, donc c'est pour ça que j'ai envie de le récompenser. Au niveau des stats, on est sur un 27 sur 37, c'est plutôt propre, 269 yards à la passe, 3 touchdowns à la passe, 0 interception sur ces 37 tentatives, c'est quand même à noter. Hein. Bien sûr, il faut pas l'oublier, n'hésitez pas vous aussi à nous dire en commentaire qui est votre MVP du week. Si vous êtes aussi objectif que Coco pour élire ça va. Son joueur préféré. C'est la première fois quand même. Bien sûr, c'est la première fois qu'on le voit, et il faut aussi, les stats sont plus qu'impressionnants. La victoire est à la clé, il est clutch. Honnêtement, il a tout pour être dans la catégorie. Totalement. Avant de revenir sur notre traditionnelle course au MVP, on va introduire une toute nouvelle chronique dans Endzone, une chronique qui va venir toutes les semaines, une chronique hebdomadaire avec Florian Mauvais, alias French Touchdown sur Instagram. Donc n'hésitez pas à le suivre. De toute façon, il y aura son Insta chaque semaine. En description. Il va nous faire un récap du week-end universitaire, du NCAA, du college football même pour être plus précis. Et ça a été juste une semaine, encore une fois, un week-end complètement fou. De toute façon, il nous dit tout. Allez, c'est parti pour la chronique de Florian Mauvais. Avant-dernière semaine de college football en NCAA, la course au playoff est lancée. La moindre défaite peut définitivement éliminer une des équipes du top 12. Dans un match qui aura vu 4 overtime, les Aggies verront leur chance de playoff décisivement envolée. Avec cette 3e défaite, il y a très peu de chances de les voir encore intégrer un potentiel top 12 la semaine prochaine. Autre équipe qui a vécu une saison galère, Oklahoma s'est offert le sky
d'Alabama. Les Crimson Tide ont perdu gros ce week-end. Une troisième défaite pour les Tides qui est synonyme de danger dans l'optique d'accéder aux playoffs. Jalen Milroe, le quarterback des Tides, un des futurs prospects de la draft, a joué son pire match de la saison, tout comme son équipe. Une soirée décisive manquée pour Alabama qu'il ne fallait surtout pas rater. Et cette troisième défaite, on peut toujours espérer du côté d'Alabama une sélection dans le top 12, avec notamment un calendrier jugé deuxième le plus dur de toutes les équipes de la NCAA. Une sélection qui sera également conditionnée à une victoire la semaine prochaine dans le duel d'Alabama face à Auburn. Un match énorme face à leurs rivaux qui se verrait bien jouer le rôle de bourreau et écarter Alabama des playoffs, ce qui serait une première depuis plus de 7 ans. Après LSU la semaine dernière, les Florida Gators se sont offert le scalp de Jackson Dark et Ole Miss, 9e au ranking. Ole Miss fait aussi partie de ces équipes qui ont 3 défaites en SEC et eux aussi se compliquent la tâche pour une potentielle place en playoff. À voir où les rankings du comité playoff les placera dès la semaine prochaine. Enfin, jamais 304. C'est du côté de Kansas que ça se passe. Après avoir la semaine dernière arrêté l'invincibilité de BYU, cette semaine, ils ont tué tout espoir pour Colorado de participer aux playoffs avec une upset win. Colorado, qui avait son destin en main, pouvait encore potentiellement accéder aux playoffs, mais cette défaite les en éloigne définitivement. C'est donc un épipole sorti ce dimanche soir chamboulé, avec Colorado en 23e position avec une perte de 7 places au ranking. Les Aggies de Texas A&M sont maintenant 20e. Devant, on retrouve South Carolina, l'équipe chaude de cette fin de saison, en 16e position avec un gain de 3 places. Avec 3 défaites, South Carolina a toujours de minimes chances de participer aux playoffs. Le comité pourrait leur offrir une 11e ou 12e place qualificative. Cela passera par une victoire la semaine prochaine dans le choc face à Clemson et des contre-performances des autres de leurs adversaires dans la conférence SEC. Alabama est maintenant 13e, juste derrière Clemson 12e et Boise State 11e. Dans le choc du Big Ten, Ohio met fin à l'invincibilité d'Indiana et propulse Indiana en 10e position, une chute de 5 places. Miami toujours 8e. Notre-Dame passe à la 5e position après sa victoire face à Navy qui est 25e. Et Penn State est toujours 4e. Du côté du top 3, pas de mouvement cette semaine. Semaine prochaine, ne ratez pas 18h samedi, la dernière journée de NCAA. Une journée qui risque d'être historique, avec pour la première fois ces playoffs à 12 qui se décideront. Un grand merci à Fabien Mauvais pour sa première participation dans Endzone. Et certainement pas la dernière. Et ça fait aussi plaisir de voir un petit peu de college football à l'honneur. Cette année, c'est fou. Hein. Ça devient juste un délire et en plus l'engouement devient de plus en plus grand. J'ai l'impression, moi, d'un point de vue surtout européen, parce que c'est pas vraiment la chose... en fait, quand on pense à une ligue professionnelle, on ne pense pas du tout au college football et surtout aux universités. Et pourtant, c'est ce qui plaît le plus aux États-Unis. Exactement. Parce que on s'affilie plus aux universités que forcément à des franchises et c'est normal. Exactement, parce que il y a pas le côté professionnel encore du truc et c'est surtout qu'en fait il y a beaucoup plus plus d'universités, beaucoup plus d'écoles. Il y a des coins des États-Unis où il n'y a pas du tout d'équipe professionnelle de NFL, donc ils sont obligés de se référer à une équipe de college football. Et en tout cas, un grand merci à French Touchdown de nous avoir grand merci fait ce petit point. On va passer à la course au MVP. Bien sûr. Le petit débat, il sera là comme chaque semaine. Bien sûr. Là, on a quand même deux hommes qui peuvent prétendre le titre de MVP, voire peut-être 3. On sait jamais avec Joe Burrow. S'il va au playoff, pourquoi pas, mais en tout cas, là, il a pas l'équipe pour. Mais en tout cas, on a eu une liste qui est sortie de la part de la NFL. Donc, à New York, on nous a donné une liste des meilleurs QB. En top 1, on a forcément Lamar Jackson. Et en top 2, on a Joe Burrow. Exactement. Et Joe Burrow qui est là malgré son bilan assez catastrophique avec les Bengals. Donc à quoi se réfère ce site internet ? Il se réfère tout simplement à la QB rating. Donc c'est un résumé de toutes les stats qui s'évalue sur 158,3 au max. Et c'est l'ensemble donc des passes des interceptions, de l'accurate, donc de la précision des passes. Et tout ça note une moyenne. Et du coup, on retrouve finalement Lamar Jackson en première position. Logique. Et un Joe Burrow qui, en fait, là, les capacités offensives de son équipe sont mises à l'honneur. Et en fait, pas du tout le bilan et toute la force collective du groupe. Donc, c'est vraiment le QB qui est mis à l'honneur. C'est très individuel. Si simplement il évolue ailleurs qu'à Cincinnati,
il a toutes ses chances pour être MVP, ou du moins concurrencer fortement Lamar Jackson, qui quand même prend une longueur d'avance, à voir dès ce soir s'il peut confirmer son statut. Oui, bon, après, là, clairement, Joe Burrow, c'est plus dans les stats individuelles. On sait très bien qu'il ne sera pas MVP par rapport au bilan de son équipe. Par contre, il y en a un qui peut l'être grâce au bilan de son équipe, c'est Josh Allen. Josh Allen qui est en 9-2 avec les Bills et qui fait une saison stratosphérique. Juste pour donner les stats, 64% de passes réussies, 2543 yards à la passe, 18 touchdowns à la passe, 5 interceptions, 316 à la course, 316 yards à la course et 5 touchdowns à la course pour lui. C'est quand même plutôt pas mal. Non, honnêtement, c'est un client, c'est un gros client pour cette course, pour ce petit rush final là qu'on a dans ces quelques derniers matchs. Honnêtement, on le voyait en début de saison, ça a été un peu plus compliqué. Il était vraiment moins mis en valeur par Buffalo. Et en fait, finalement, il a commencé à chauffer. Et c'est pour ça qu'on connaît Josh Allen, toujours aussi sûr, toujours aussi fort. Et en fait, il est remonté depuis les Chiefs aussi. Exactement, et il vient totalement éclipser son homologue des Chiefs. C'est ça. Et donc Lamar Jackson, juste pour donner le bilan de la saison, mais il est à 67% de passes réussies, 2876 yards à la passe, 25 touchdowns à la passe, c'est quand même assez fou, 3 interceptions seulement, 584 yards à la course et 2 touchdowns à la course. Aussi bon à la course qu'à la passe. Je vois pas comment il ne peut pas être MVP. Il reste encore des matchs. Et quand tu vois comment il a été fantomatique face aux Steelers, s'il continue comme ça, il n'aura pas son titre de MVP. Fantomatique, il a été muselé, c'était très compliqué. Bien sûr, mais tu vois que face à une défense, il n'y arrive pas. Et il a eu quand même beaucoup de fois la solution face à des défenses, honnêtement. C'est des fois il y a des trous dans sa régularité, mais quand même depuis le début de la saison il est irréprochable. Bien sûr, mais moi ce match contre les Steelers il veut quand même en dire long. C'est-à-dire que même quand Baltimore galérait un petit peu en début de saison et perdait des matchs, il était d'un niveau et c'était de loin le meilleur joueur des deux équipes qui s'affrontaient. C'est sûr, mais je suis encore assez sceptique. Moi j'attends à ce qu'ils gagnent vraiment contre une grosse défense. Tu vois, les Steelers c'était le match parfait. Et on l'a vu sans solution, sans rien, même à la course, il faisait quasiment n'importe quoi. Dans le dernier drive, je crois l'avant-dernier drive ou le dernier drive, il fait n'importe quoi, il cherche la conversion à 2 points tout seul, il n'y arrive pas. Moi, depuis ce match des Steelers, il a un peu baissé dans mon estime de MVP, tu vois, contrairement à Josh Allen, et il va falloir qu'il se remobilise dès ce soir. Il y a un joueur qu'on a nominé juste avant et qui, en fait, pour un running back, devient juste... tellement bon que en fait il est dans la course au MVP où c'est souvent des quarterbacks bien sûr. C'est Saquon Barkley bien sûr. Pour juste vous énumérer les stats, c'est la meilleure saison de sa carrière, toujours aussi fort, 11 matchs, 11 startés. Et surtout, 223 tentatives, 1392 yards à la course, 10 touchdowns. Et c'est la meilleure saison de sa carrière. Voilà, 1392 yards complétés. Wow. La dernière meilleure, c'était avec les Giants en 2022. Et notamment aussi sa saison rookie en 2018, où il est à 1307. Donc là, honnêtement, il reste encore... Et qu'on est qu'à la mi-saison. Hein. Exactement, on a dépassé la mi-saison. Ouais. Et là, il est à 1392 yards. Ça peut juste être un tremblement de terre que de voir Saquon Barkley devenir MVP. Parce qu'honnêtement il a tout, il a le bilan, il a la régularité surtout, et il a juste l'importance de l'effectif. Aujourd'hui c'est lui qui a les clés de Philadelphie. Il porte Philadelphie et puis je pense je crois que dans les projections il est à plus de 2 milliards à la course. Ouais, exactement. Donc là c'est au-dessus de certains, il a des stats beaucoup plus impressionnantes que certains QB. Hein. Ouais, c'est ça qui est fou. Donc Saquon Barkley c'est pas négligé pour cette fin de saison et pourquoi pas pour le titre de MVP. On va passer à nos pronos pour conclure ce 10e épisode d'Endzone. Les pronos du Week 13 avec évidemment des gros matchs et surtout Thanksgiving qui va nous offrir 2 matchs le jeudi, dans la nuit de... non, le jeudi soir, pardon, c'est pas dans la nuit, ce sera le jeudi soir à 18h30 et 22h30. Parfait pour nous. Puis, parfait pour nous. Et puis on aura encore, si on continue un peu plus tard, les Dolphins face aux Packers à 2h20 le vendredi, donc 3 matchs dans la même soirée. C'est plutôt pas mal quand même. Non, et puis surtout, on sait très bien l'ambiance qu'il y a autour de Thanksgiving et durant cette période de fête.
On aura pas mal de tenues spéciales. Exactement, ça va nous régaler, ça va nous ramener un petit peu de fantaisie dans cette ligue depuis un moment. Ouais. Et puis surtout, non, ça ramène une ambiance folle dans les tribunes. C'est juste un plaisir de voir cette semaine-là. Totalement. On n'aura aucune équipe au repos en plus, donc on aura tous les matchs, les 32 franchises vont jouer. Et on va commencer avec les Bears face aux Lions. C'est le tout premier match à 18h30. Attention, les Bears qui reviennent bien. Mais les Lions, est-ce que tu les vois perdre ? Les Lions sont juste trop forts. Ouais. Ils peuvent peut-être faire preuve d'un petit peu de se relâcher un peu. Ouais, exactement, de suffisance. Un petit peu comme les Colts. Face aux Colts, il y a le score, mais la manière est un petit peu plus difficile quand même. Après, on sait que c'est une équipe qui déroule et qui a l'habitude d'évoluer à un niveau stratosphérique, surtout cette saison. En plus, c'est à Détroit. Et c'est à Détroit. Donc victoire des Lions. Dallas sera à domicile, mais Dallas à domicile cette saison ça ne va pas, même si là il reste sur une belle victoire. Face aux Giants, je pense que ça va le faire. Je pense que tu es d'accord aussi. Honnêtement, ils viennent de gagner, ça leur a pas mal remonté le moral. Leur QB fait aussi le taf en l'absence de Dak Prescott. J'ai dit le QB remplaçant en plus. Exactement, et donc là ça joue New York. New York en ce moment c'est le bordel, on l'a vu avec la résiliation du contrat de leur QB titulaire qui avait baissé dans la hiérarchie. Ouais. Donc non, Dallas va gagner ce match. Dallas va gagner ce match également de mon côté, et puis les Dolphins. On risque de ne pas être d'accord. On risque de ne pas être d'accord là-dessus. Les Dolphins face aux Packers, ça se joue à Green Bay au Lambeau Field. Là, je vois clairement, net sans bavure, les Packers l'emporter. Désolé, mais pour moi Green Bay est au-dessus, l'a prouvé cette saison, et je vois pas comment les Dolphins peuvent l'emporter. En plus, ce sera pas à Miami, ce sera au Lambeau Field. Bon courage. Non, mais ça va, tu es toujours aussi objectif. C'est pas vrai, attends. Quand il s'agit de parler de. Ils sont quand même, je crois, en 8-3 ou 8-4. Enfin, là tu peux même dire que les Dolphins partent favoris quand même. Miami gagne. Miami tu vois Miami l'emporter ? Bien sûr, je vois c'est fou. L'emporter. Ça va être un très bon match. C'est dommage que ce soit 2h30 parce que pour le coup, ça nous complique facilement la tâche, nous Européens. Ouais. Mais je vois bien Miami faire quelque chose. Honnêtement, ils sont sur une série impressionnante, très régulière, avec beaucoup de variété dans leur jeu offensif. Et en défense, mine de rien, c'est solide. À voir si Green Bay. T'en prends 15 quand même contre les Patriots, solide. Et il y a 31-0 en 3 cartons. Oui, bien sûr. Forcément, après, ça peut craquer facilement quand même. Voilà, tu te détends un petit peu. T'es dans le 4ème carton. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est les Patriots de toute façon. Bah oui, mais là en face, ça sera les Packers. Tu peux pas te relâcher face aux Packers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement complet. Il y aura pas de relâchement. Il y aura un 42-0 net et sans bavure. Ah oui, ok, bon. Non, franchement, je vois clairement pas Miami faire quelque chose. On sait pas, on sait jamais. En NFL, tout est possible. Et enfin, c'est tellement serré entre les équipes, mais. Là, on va regarder ce match avec un œil très avisé. N'hésitez pas vous aussi en commentaire nous dire quelle sera un petit peu la surprise de cette week. Et surtout, n'hésitez pas surtout à commenter que les Dolphins vont écraser Green Bay. On en reparlera lundi prochain. Là, je pense qu'on va être d'accord. Les Chiefs face aux Raiders, ça joue à Kansas. Bon, là, ça sera samedi à 3h du matin. On en parlait, les Raiders très réguliers dans leurs défaites. Donc, attention, parce que les Raiders sont souvent ceux qui arrivent à faire tomber les Chiefs. Il y a quand même une certaine rivalité. Exactement. Même quand ils sont plus mal, ils arrivent à gagner face aux Chiefs. L'année dernière, ils nous ont fait perdre la série d'invincibilité. Donc j'ai quand même un peu peur des Raiders. Alors tu mets qui favori dans ce match ? Non, quand même les Chiefs. Les Chiefs pour le 11-1, mais quand même. On ne peut pas prédire les upsets. Donc honnêtement, victoire des Chiefs. Allez, même si on a quand même été beaucoup surpris la semaine dernière. C'est vrai, on a été très très surpris. Les Chargers face aux Falcons, très beau match aussi. Les Falcons doivent gagner clairement pour espérer aller aux playoffs. Mais ce sera face aux Chargers et ce sera sur 6play à 19h dans la Red Zone, le dimanche pardon. Ouais. Voilà, les Chargers sont sur une bonne série. Là, on va voir ce soir face aux Ravens. Mais si ça gagne face aux Ravens, attention. Ouais, franchement, attention. Moi, je les vois gagner face aux Falcons. Non, pour moi, Atlanta reste toujours un petit peu favori parce que voilà, les Chargers, s'ils prennent une rouste contre, je les vois bien prendre une rouste contre les Ravens. À voir, on va regarder ce match ce soir avec beaucoup d'importance. Malheureusement, je vois bien Los Angeles chuter face à Atlanta. Ok, bon, là je pense que ça va être très très serré. Ça va être très très serré. Atlanta doit aussi conserver son très bon bilan. Oui, aussi, effectivement. Et là, ça va être très serré aussi entre les Steelers et les Bengals. Je vois les Bengals l'emporter, étonnamment, mais c'est parce que les Steelers, c'est tellement trompeur cette saison. Pour moi, c'est une équipe qui n'ira pas très très loin, franchement. Autant défensivement c'est bon, autant offensivement ça n'y arrive pas. Et quand tu vois
la ligne offensive, enfin l'équipe offensive des Bengals, je ne vois pas comment c'est possible de tenir en fait. Mais très bonne attaque ou une très bonne défense, on va regarder ça. Les Bengals qui eux reviennent de bye week, donc oui, ils en reviennent plus frais et avec de nouvelles idées, on espère, et peut-être une défense. Souvent c'est important hein, quand tu reviens de bye week. Tu vois qui gagnait dans ce match. Je vois les Bengals. Hein. Tu reviens de bye week en plus. T'es tout frais, t'as la tête bien dans le match, tu vois, donc non, je vois les Bengals l'emporter. En plus, c'est à Cincinnati. Hein. Ouais, c'est à Cincinnati. Moi, je vois bien Pittsburgh retrouver le chemin de la victoire. C'est une équipe qui doit afficher un niveau playoff. Bien sûr. Et surtout changer de quarterback. Ça, évidemment, ça sera le débat jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils, peut-être si jamais ils vont au Super Bowl, on dira le contraire, mais ça m'étonnerait. Les Cardinals face aux Vikings, ce sera Minnesota. Ouais. Là, pareil, gros match. Et, de toute façon, il n'y a que des gros matches quasiment la semaine prochaine. Je vois les Cardinals l'emporter et se relever après leur défaite là, face aux Seahawks. C'est vrai que c'est pas une victoire de Seattle qu'on attendait dans ce match-là, mais non, je vois quand même Arizona perdre. Okay. Ce match-là. Les Vikings, c'est pas beau en ce moment. C'est pas beau, mais c'est à Minnesota. Minnesota doit se rassurer, mine de rien. Ouais. Et je vois Minnesota l'emporter. Les Buccaneers de Tampa Bay face aux Panthers. Attention les Panthers, on a vu que ça pouvait titiller les gros. Mais bon, Tampa Bay reste Tampa Bay. Avec l'équipe offensive, tu ne peux quasiment rien faire. Puisqu'ils viennent d'envoyer à New York, Tampa Bay risque de faire qu'une bouchée des Panthers. On est d'accord. Les Eagles face aux Ravens, là c'est gros match aussi. Très beau match. Je vois les Ravens l'emporter, c'est à Baltimore, et je vois les Eagles perdre leur série de 7 victoires consécutives parce que, encore une fois, c'est comme les Steelers, on en fait beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de gros rendez-vous, et là, c'est un gros rendez-vous, et pour moi, Baltimore est au-dessus. Sur tous les compartiments du jeu. Moi, je vois bien Philadelphie l'emporter. Okay. Parce qu'honnêtement, ils sont sur une telle force offensive, et surtout défensivement, j'ai envie de dire, ça sécurise, ça se rassure de plus en plus. Donc, Baltimore qui est en bye week aussi. Hein. Ouais, exactement. Donc là, pour le coup, Baltimore qui était en bye week, je veux dire. Et là, qui va revenir de bye week. Non. Si. Et non, il joue ce soir. Effectivement, ils sont pas en bye week. Ah mais merde. Ah putain, vas-y, refais. Donc non, moi je vois bien Philadelphie l'emporter dans ce match. Honnêtement, c'est le plus beau match de cette week. Ouais, et moi je vais le regarder avec un œil tout aussi important. C'est à 22h25. 22h25. Pour être précis. Donc non, c'est un match qui va noter toute l'attention des fans de NFL. Et puis enfin les deux derniers matchs, on a les Niners face aux Bills. Ce sera le dernier match qu'on commentera, qu'on débriefera. Gros match aussi. Ouais, les dans Bills, la nuit de lundi. Normalement, les Bills, ça devrait le faire. Ouais, les Bills devraient faire qu'une bouchée encore de San Francisco, qui galère mine de rien. C'est pas la bonne saison. Ouais. Et surtout, ils vont perdre encore une fois. Ils vont être en 5-7. Hein. Ça va peut-être être la défaite de trop. Ouais, peut-être la défaite de trop. Je te rejoins là-dessus. Les Broncos face aux Browns, là, pareil, les Broncos, ça devrait rouler tranquillement. Ouais, exactement. Avec un grand bonix, je pense. Encore une fois, un bon bonix. Donc, dans Denver, ça joue bien. Et surtout, c'est très surprenant et c'est très frais. C'est très frais. Merci Val pour ce 10e épisode d'Endzone. Et merci à notre nouveau membre de Endzone. Florent Mauvais. Exactement. Évidemment, qui va nous rejoindre également. Un grand merci à lui et vous pouvez le retrouver un petit peu partout. On va mettre ses réseaux sociaux et de quoi vous abonner à lui parce qu'il fait du bon boulot. Il fait du très très bon boulot. Merci Val d'avoir pu débattre cette semaine. C'était la 10e. Toujours content d'être là. Bien sûr. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour le 11e épisode d'Endzone. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.